Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo portant sur l'horreur. Et oui, si vous écoutez cette capsule, en fait, au moment de sa sortie, nous sommes en octobre 2024. Habituellement, à chaque année, je prépare une série de vidéos sur l'horreur avec souvent des concepts et une terminologie un peu plus poussée que dans mes vidéos habituelles. Mais ça l'a déjà porté sur différents types d'horreur précis, par exemple. Une autre occasion, ça parlait plutôt des espèces de montagnes russes de l'horreur, tu sais, comment passer de l'horreur à la terreur et finalement comme à la révélation et tout ça. Mais là, cette année, je dois vous avouer que je manque définitivement de temps pour, disons, me pencher sur des grosses vidéos complexes avec la sortie de Horreur Liminale. Entre autres, ça prend beaucoup de jus, c'est beaucoup on va dire, de concentration que je dois donner là-dessus. Et en plus de tout ça, avec ma job du quotidien, parce que même si des fois là, on se fait poser la question, eh bien non, on ne gagne pas notre vie avec coups critiques. Ce n'est qu'un passe-temps, et vous pouvez le remarquer par mes cernes. Alors, Horreur Liminale a pris beaucoup de temps, et comme ça, j'ai vraiment pas le temps de partir sur une grande envolée verbale, parce que, comme on dit au Québec, je suis dans le turbo-jus. Je suis débordé. Mais j'ai quand même vraiment le goût de parler d'horreur. J'ai quand même vraiment le goût de vous proposer des échanges, des capsules, des discussions en lien avec le monde horrifique. Et je vais donc ainsi me contenter simplement de la formule suivante. 20 astuces. Vraiment rapide, vraiment super rapide à mentionner, à expliquer et même aussi à mettre en pratique pour animer vos parties d'horreur en tant que maître de jeu. Ça va vraiment être un ramassis de plein de trucs sur différents sujets. C'est pas mal ça. C'est même possible que ça aborde des sujets que j'ai déjà mentionnés dans d'autres vidéos de façon un peu plus générale, mais qui peuvent aussi bien s'accorder avec le monde horrifique. Et ça va vraiment être un peu pêle-mêle. Il y a peut-être des astuces qui ne vous concerneront pas, tout simplement, alors que d'autres vont être un peu plus appropriées pour vous et votre situation et vos parties. Mais ça va vraiment être un peu de tout, puis on va vraiment comme défiler ça. Puis j'ai décidé de faire 20 parce que c'est cool comme chiffre. C'est comme plus hot que 10, mais c'est moins, moins difficile que 100. Au début, j'avais pensé à ça, j'étais comme 100 astuces. Non. Je ne peux pas faire sans astuce. Pas pour une vidéo. Je pourrais, mais ça serait très, très long à faire. Donc, on y va avec 20 astuces rapides pour de l'animation de parties d'horreur sans jeu spécifique. Vraiment comme juste au sens large. Peu importe le style aussi, ça peut être approprié pour certains styles, on verra bien. On y va ainsi avec le truc ou l'astuce numéro 20. Les conséquences avant la créature. Dans les meilleurs films d'horreur, eh bien, on ne voit que les conséquences de l'attaque du monstre en soi, les résultantes, les cadavres qu'il laisse derrière, les menaces. On aperçoit rarement le monstre en lui-même, du moins pas au début, parce que voir le monstre, eh bien, ça gâche l'atmosphère. Et au lieu de cela, ben, la créature va frapper de l'ombre, elle va laisser des traces derrière elle, elle va faire disparaître des menaces, elle ne va pas jamais, ou du moins avant vraiment la fin ou l'affrontement final, être sous les projecteurs. Et c'est quelque chose qui peut être bien adapté à peu importe la partie que vous avez, Donjon Dragon ou autre, ou même peut-être Horreur Liminale justement. Le monstre, on ne le présente pas tout de suite, on montre plutôt ses résultantes. Qu'est-ce qu'il laisse derrière lui. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Truc numéro 19, les raisons derrière l'horreur. J'aime ça, en tout cas, je trouve que c'est plus pertinent lorsqu'il y a une raison derrière ce qui se passe dans le jeu. Une explication simple peut être préférable, surtout si c'est des one-shots, surtout si c'est des courtes parties, car des intrigues complexes, eh bien, ça peut rendre plus difficile la compréhension de la situation et par le fait même aussi l'implication et l'immersion des personnages. Si la trame elle est trop difficile à suivre, elle est trop complexe, souvent les personnages, les joueurs et joueuses autour de la table vont avoir un peu plus de difficulté à vraiment comme garder le focus sur ce qui se passe concrètement durant la partie, alors qu'ils vont peut-être plutôt vouloir démêler le fil scénaristique, mais je veux dire de l'histoire en cours, de l'aventure en cours pour comprendre les différents problèmes sous-jacents et les raisons et tout ça, mais je trouve que c'est important qu'il y ait au moins quelque chose, pas juste comme il y a un monstre, mais ça peut être ça. Mais c'est le fun au moins, s'il y a vraiment une explication qui est difficile à comprendre, je trouve que c'est pertinent de bien l'expliquer par la suite.
Souvent, je trouve que c'est quelque chose, par exemple, avec Channel Fear, qui se fait bien aussi. C'est des fois, les scénarios sont pas nécessairement on the nose, sont pas nécessairement comme directement visibles aux personnages. Et je trouve que c'est plaisant suite à la partie de faire une espèce de post-rencontre, ou du moins post-session, ou ça peut être immédiatement après, pour juste comme expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi les événements sous-jacents à tout ce qui pouvait se dérouler durant la partie en cours. Pourquoi est-ce qu'il y a des zombies qui arrivent? Pourquoi est-ce que c'est un vampire en ville? Eh bien, peut-être parce que les zombies, mais c'est un ancien rituel qui a été fait par des gens qui veulent se venger, ou peut-être que le vampire est en ville parce qu'il est à la recherche de son fils demi-vampire qui s'est caché et qui ne veut pas être retrouvé. Bref, une petite raison. Truc numéro 18, les contre-coups de l'horreur. Lorsque les personnages, en fait, sont confrontés à une créature surnaturelle qui est comme extrêmement difficile à battre et tout ça, eh bien, je trouve que c'est important qu'il y ait des contre-coups, oui, physiques, mais aussi émotionnels, sociaux. Même dans les jeux où il n'y a pas de règles de santé mentale, je trouve que c'est intéressant d'accentuer l'horreur sur, en fait, ce qui entoure les personnages pour pouvoir au moins les affecter d'une toute autre façon. Et bien entendu, ça je vais y revenir tout à l'heure avec un autre point, ça vient aussi avec l'immersion et aussi le désir de vouloir être impliqué dans une histoire d'horreur de la part des personnages, des joueurs et des joueuses, parce que bien il faut qu'on se sente investi, il faut qu'il y ait une certaine importance à la situation, le risque est là, le risque est grand, et au lieu de toujours devoir comme attaquer physiquement les personnages, de les blesser, eh bien de leur faire perdre l'équipement, de leur faire perdre des alliés, de leur faire perdre leurs repères, peuvent être des astuces qui font durer le plaisir sans nécessairement tout de suite tomber dans la mort immédiate. Truc numéro 17. On ne nomme pas la créature. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est plus intéressant pour des jeux qui sont cadrés dans un univers préétabli, un bestiaire, par exemple. Je reprends encore le classique de Donjon Dragon 5e édition. Les noms des monstres, je trouve que ça enlève des tensions. Ça devient une quantité, ça devient une valeur. Ça devient quelque chose qu'on peut avoir, on va dire, une définition. On peut le cadrer dans un bloc. On peut vraiment le comprendre. T'sais, on dit, c'est un flagelleur mental qui, au final, attaque les gens la nuit tombée dans le village. Eh bien, même si les joueurs ne savent pas ce que c'est, les personnages ne savent pas ce que c'est, les joueurs et les joueuses peuvent avoir une idée ou même très bien connaître les caractéristiques d'un flagelleur mental, ses pouvoirs et tout ça. Et même en dehors de Donjon Dragon, dans le contexte d'une aventure qui est tout autre, c'est plaisant de ne pas immédiatement dire l'ennemi que vous rencontrez, c'est un vampire, c'est un loup-garou. Ça dévoile beaucoup, ça dévoile un peu trop ce que le monstre peut être et ce qu'il peut entreprendre comme action, même si au final ça peut aller dans toutes les directions. Au moins ça crée un peu trop d'idées préétablies dans la tête des personnages, des joueurs et des joueuses. Donc je trouve ça intéressant de ne pas nommer le monstre. Et si je peux donner un exemple, par exemple, vraiment rapidement, si vous l'avez écouté, la première archive qu'on a faite, bien à l'intérieur, il y a des vampires. Mais les vampires ne sont pas vraiment mentionnés comme tels. C'est vraiment, on comprend leur présence, on comprend leur menace qu'ils représentent, mais ils ne sont pas vraiment dit, c'est jamais dit, ce sont des vampires, mais on comprend bien que leur but c'est de dévorer les gens d'une façon ou d'une autre. Truc numéro 16, une information incomplète sans des investigations approfondies. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est dans le contexte où, si les joueurs ne vont pas chercher à trouver des réponses à une question, donnez-leur pas le nanan immédiatement. Bien que j'ai beaucoup apprécié mes lectures des systèmes qui fonctionnent avec le Gumshoe système, par exemple Bubble Gumshoe, Trail of Cthulhu ou autres jeux de ce genre, la mécanique de recherche d'indices et de recherche d'informations, elle est assez simple mais efficace où lorsqu'on recherche quelque chose, on finit par le trouver. Et je trouve que c'est important pour bien comprendre, on va dire, la menace ou du moins trouver des indices. Mais il faut quand même faire l'action pour. Ainsi, je trouve que c'est intéressant si vous voulez mettre les personnages dans le pétrin ou si vous voulez les mettre dans une situation qui est peut-être un peu plus effrayante. À un certain point, mettez une certaine limite, mettez une certaine clôture à l'information que vous allez, dans le fond, différer, que vous allez donner sauf si les personnages décident d'enquêter davantage. Mettons, ils sont à l'extérieur d'un bâtiment et ils entendent un bruit à l'intérieur. Vous pouvez, donner des indices sur qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça peut donner comme information, qu'est-ce que ça peut représenter comme peut-être type de menace.
Mais si les personnages ne rentrent pas dans le bâtiment pour en savoir davantage, gardez vos informations incomplètes. Arrêtez-vous là. N'en donnez pas plus. Même s'ils font des jets, même s'ils disent j'aimerais ça utiliser tel pouvoir ou j'ai telle capacité, à un certain point, je pense qu'il faut aussi comme bloquer pour justement laisser planer le mystère et les encourager à aller vers la menace pour en savoir plus. Truc numéro 15, savoir relâcher la tension. Un aspect qui est souvent, qui est vraiment important, en fait, qui est vraiment important, que je trouve qui est parfois négligé dans l'horreur, c'est de savoir quand relâcher ou briser la tension. C'est, vous le savez, si vous consommez des films, des livres, des bandes dessinées d'horreur, il y a tout le temps des moments où est-ce que c'est un peu plus léger, où c'est moins comme directement lourd, parce que c'est aussi pour pouvoir à la fois se donner une chance d'avoir un certain repos, ne pas être constamment dans une ambiance noire et complètement négative, mais c'est aussi pour, disons, revenir à la force lorsqu'on retombe dans l'horreur. Si on est continuellement dans une ambiance horrifique, continuellement dans la terreur, dans la menace, à un certain point, cette menace-là ne vaut plus grand-chose parce qu'elle est, dans le fond, elle est en fait permanente, elle est le quotidien, elle est le pain quotidien des personnages. Donc il faut savoir un peu montrer ce que peut représenter ces moments de pause, ces moments de douceur, ces moments où les personnages peuvent rire entre eux, ils peuvent avoir du plaisir, ou même les joueurs autour de la table, les joueuses, pour ensuite retomber directement dans l'horreur et démontrer en fait à quoi ça peut ressembler quand la menace n'est pas présente. Mais la menace, elle est là. Et on veut revenir à cet état de, on va dire, plus de douceur et de légèreté. Donc, c'est important de vraiment, des fois, délaisser le côté horrifique pour pouvoir offrir une certaine pause pour mieux retomber par la suite dans l'aspect horrifique de la partie. On y va avec le numéro 14. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes numérotations de trucs. Peut-être que j'ai deux numéros 14, deux numéros 13, on ne sait pas. Ah, très court celui-là. L'engagement. On va lire parfois sur Internet des messages des gens qui vont dire « Ah, je joue des parties horrifiques, mais c'est jamais vraiment plaisant. Les personnages sont jamais vraiment effrayés. Les personnages, les joueurs et joueuses autour de la table sont pas non plus comme se sentent pas menacés par la chose et tout ça. » Je pense que l'horreur, comme type d'ambiance autour d'une table, ça nécessite un engagement de la part des joueurs et joueuses et du facilitateur ou de la meneuse. C'est une question d'ambiance, dans le sens que on le sait que c'est un jeu, on le sait que c'est une partie de plaisir, on le sait qu'il faut aller de l'avant avec ce qui se déroule en jeu pour se sentir investi, et c'est important d'avoir un engagement égal de tous les gens autour de la table pour que l'ambiance puisse se maintenir. S'il y a une personne autour de la table qui est comme un peu l'espèce de clown de service, qui ne prend pas au sérieux, ou du moins qui ne prend pas à cœur, pas au sérieux, mais à cœur la partie, ça peut, à ce moment-là, juste complètement faire patate et ne pas être du tout l'expérience que vous souhaitiez avoir. Donc un engagement, c'est aussi s'attendre un peu. On le sait qu'on fait une partie d'horreur, eh bien on se met dans l'esprit, dans l'état d'esprit qu'on s'attend à avoir pour une partie d'horreur. Truc numéro 13. Jouer sur le familier pour créer une proximité avec les personnages et donc les joueurs. C'est intéressant, surtout dans des parties où est-ce qu'on ne va pas nécessairement être dans du médiéval fantastique. C'est utiliser des métaphores, c'est utiliser des détails pour rendre rapidement un environnement, par exemple, autour des personnages plus familiers, pour qu'on puisse ainsi avoir une certaine influence sur le joueur ou la joueuse. Le joueur ou la joueuse comprend ce qu'on veut dire, et par le fait même, il peut plus facilement s'investir dans le danger présent. On prend un exemple. Tu décris une chambre d'enfant le soir. La petite fille dans son lit a dit qu'il y a un monstre dans son placard. Et dans cet état d'esprit-là, le facilitateur ou la meneuse va décrire la chambre de la même façon. En fait, va décrire la chambre exactement comme est la chambre d'un des joueurs ou une des joueuses autour de la table. Et juste de ça, ainsi de cette façon-là, on peut facilement, on comprend mieux l'ambiance, on comprend mieux l'environnement qui est autour des personnages, et même qu'un des personnages, possiblement la joueuse ou le joueur concerné, va se sentir vraiment plus impliqué parce qu'elle est capable de reconnaître sa chambre, elle est capable de reconnaître en fait une pièce qui est vraiment inspirée de sa chambre en soi, et ça peut ainsi de cette façon-là faciliter aussi l'immersion, le point précédent sur l'engagement. Donc, oui, jouer dans le fond sur la familier, jouer sur la proximité autour des personnages,
pour pouvoir influencer en fait aussi l'investissement des joueurs. Truc numéro 12. Les jets de dés comme outil de tension, donc avec parcimonie. Ça, c'est utiliser en fait la conversation avant toute chose et les jets de dés comme un outil pour générer une tension. Parce que le concept, même dans un jeu de rôle, lorsqu'on lance un dé, c'est qu'on ne sait pas si le résultat va nous mener vers une victoire ou vers un échec. Donc, le fait de jouer le plus possible sur le fait de pouvoir échanger, de pouvoir discuter avec les personnes et de ainsi les encourager à trouver des solutions aux situations qui se déroulent en jeu sans nécessairement toujours se référer à leur capacité et se référer à des jets de dés. Et juste devoir de temps en temps tomber sur l'utilisation d'un dé pour résoudre une situation, ça peut créer, en fait, ça va augmenter la tension parce que malgré tous les efforts que les personnages vont mettre pour pouvoir résoudre une situation, ils vont quand même devoir éventuellement lancer un dé et ce dé-là, bien, il peut échouer. Il peut être vecteur d'un échec. Et ça vient ajouter un stress. Et c'est pour ça qu'il faut aussi y aller avec parcimonie. Il ne faut pas toujours lancer des dés parce qu'éventuellement, ça ne vaut plus dire grand-chose. Truc 11, l'utilisation des ressources. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, mais c'est aussi quelque chose que j'ai plus développé avec les dernières années de pratique, avec mes dernières années comme meneur de jeu. Alors que, justement, on finit par découvrir des gammes de jeux, des produits qui sont un peu plus appropriés au genre horrifique, je dirais. Et c'est l'utilisation des ressources, c'est-à-dire de démontrer que le personnage est peut-être un peu moins, disons, il est un peu plus... il est moins utile et il est moins équipé s'il ne possède pas justement les bonnes ressources sur lui et il doit les utiliser pour pouvoir résoudre les situations qui se déroulent durant la partie. Et c'est un exemple concret pour me démontrer aussi que, par exemple, Donjons Dragons, c'est peut-être un jeu qui est moins approprié pour le genre horrifique parce que les personnages, eh bien souvent, ils ont énormément de ressources. Si ce n'est pas la nourriture, eh bien c'est un sortilège qui va leur permettre d'avoir de la nourriture. S'ils n'ont plus d'armes dans leurs mains, eh ils ont peut-être des sortilèges ou même des pouvoirs innés qui leur permettent d'être un danger. Et ainsi dans des jeux où l'utilisation de ressources repose en quelque sorte, demeure en quelque sorte presque l'unique moyen pour les personnages d'être efficaces face à un danger. Je trouve que c'est plus intéressant de se dire, OK, il faut que vous comptez vos balles, il faut que vous comptiez à chaque X temps, vous devez lancer un dé pour savoir si votre lampe de poche vous lâche ou si vous êtes plongé dans l'obscurité. Et même, par exemple, Horreur Liminale, qui est un exemple que j'apprécie bien, on comprend pourquoi, j'imagine, possède en fait une gestion d'équipement qui est comme limitée à des cases qu'on doit remplir et ainsi, éventuellement, c'est possible qu'un personnage doit faire des choix sur qu'est-ce qu'il porte sur lui, qu'est-ce qu'il ne peut pas porter, qu'est-ce qu'il doit lâcher et qu'est-ce qu'il doit en fait consommer sur place et est-ce qu'il est prêt à utiliser. Il possède un seul cocktail Molotov, par exemple. Est-ce qu'il va tout de suite le lancer sur la menace qui se trouve devant lui ou il veut le garder pour plus tard, pour peut-être une autre menace subséquente? L'utilisation des ressources, je trouve que c'est une belle façon de l'accentuer aussi l'horreur, alors qu'il y a un petit côté un peu plus stratégique aussi, pour ceux et celles qui aiment ça, mais en même temps, je trouve que ça demeure assez simple à prendre en main et à comprendre, parce que c'est très tangible, c'est très physique. Truc numéro 10, connaître ses joueurs. Et oui, bien que l'emphase soit mise sur les personnages, il est intéressant de garder en tête les éléments qui peuvent répulser les joueurs et les joueuses dans les limites du respect. On s'entend, on ne va pas aller nécessairement jouer dans des thèmes ou des tons ou des éléments qui peuvent rendre des joueurs ou des joueuses particulièrement mal à l'aise et même être déboussolés ou ne pas apprécier vraiment l'expérience. Mais à un certain point, c'est aussi intéressant d'aller des fois chercher des petits éléments qui peuvent faire en sorte que le joueur ou la joueuse va également, aussi comme le personnage, être répulsé ou du moins avoir une certaine frousse par rapport à ce qui se déroule dans la partie. Je peux prendre par exemple, je sais que Kim Dupont, sur la chaîne de Coup Critique, elle a quand même une aversion pour tout ce qui est en lien avec les yeux. Donc, dans une partie, souvent, lorsque j'ai une partie d'horreur avec elle, j'ai toujours au moins un moment où un personnage va soit se faire crever un œil ou se faire même sucer l'œil par un monstre ou se trouve quelque chose d'autre, parce que je sais qu'elle va réagir particulièrement fort à ce type de rencontre-là, à ce type de menace-là. Mais on s'entend, je garde pas trop le focus là-dessus. Mon but, c'était pas non plus de
Je ne vais pas non plus comme... j'y tape pas sur la tête, là. C'est une expérience qui se joue à plusieurs autour d'une table, donc on alterne, mais quand même, garder ça en tête, je trouve que c'est plaisant. Truc numéro 9, les conséquences des choix des personnages. Et ça, c'est aussi, je trouve que l'excellent exemple des films d'horreur, parce que souvent, dans les films d'horreur, on a des personnages qui doivent faire place à des choix. Ils ont des choix intéressants et importants. Est-ce qu'ils doivent grimper un escalier pour aller sauver quelqu'un qui entend hurler en haut ou sortir? Est-ce qu'ils doivent réussir à maintenir leur ami sur le bord d'un précipice pendant que l'espèce de tueur en série approche ou le laisser tomber puis s'enfuir? Je trouve que c'est intéressant de toujours aller jouer sur les conséquences présentées aux personnages pour montrer que les choix qu'ils ont faits durant la partie, ça a des répercussions sur le long terme. Ça peut engendrer des événements horrifiques et ils sont en quelque sorte maîtres de leur destin pour le bien comme pour le mal. Ça peut aller dans les deux sens et même de revenir sur ces éléments-là, de revenir sur le fait éventuellement plus tard dans une partie par exemple qu'un personnage il a vraiment pris son temps. Tu sais, quelqu'un qui n'arrête pas de vous dire je prends ma lampe de poche pour pouvoir éclairer devant moi, regarder dans des boîtes et tout ça. Si vous vous rendez compte qu'il l'utilise comme constamment, peut-être à un moment intéressant de la partie, lui dire que sa lampe de poche n'a plus de batterie, alors que c'est le moment où il en aurait le plus besoin. Et c'est montrer en fait les conséquences de ses actions et même peut-être aussi de jouer sur le fait que les autres personnages, sans nécessairement dire que ça tombe en attaque entre les personnages, mais que les autres personnages peuvent être en état de menace à cause de lui. Ça, je trouve que c'est bien plaisant. Truc numéro 8, prendre le temps d'instaurer l'absence de contrôle. Et ça, c'est intéressant. J'avais trouvé ça dans un article de M. Dennis Detwiller, qui est un auteur pour Delta Green, entre autres, un jeu de rôle d'horreur, conspiration, années 90-2000, Lovecraftien. Vous irez voir là-dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous irez voir. Et j'aurais pu faire une vidéo complète juste là-dessus, parce qu'il parle de beaucoup de choses. Mais ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, c'est l'absence de contrôle, alors que de nombreux jeux sont dirigés vont beaucoup mettre l'emphase sur les personnages, à la façon où l'univers va se dérouler autour des personnages. Ils sont vraiment le centre de ce qui se déroule, le centre de l'histoire. Ils peuvent décider de juste quitter un événement pour se lancer dans une toute autre aventure, parce que c'est un peu plus cette mise en place-là, l'aventure avec un grand A. On va aller découvrir ce qui se déroule de l'autre côté de la butte là-bas, puis ça ne m'intéresse plus vraiment ce qui se déroule dans ce village-ci. C'est moi, le personnage de l'histoire. Et M. Detwiller, il mentionne que dans les jeux d'horreur, ça se déroule pas vraiment de même. C'est un peu différent de la chose où il doit plus avoir une absence de contrôle pour influencer, ou du moins créer cette espèce de moment de panique-là, ce moment de crise-là. Oui, des personnages font des plans, ils font rechercher des informations, ils vont sécuriser des renforts, ils vont mettre de l'accent de l'avant, justement, des idées pour pouvoir, en quelque sorte, avoir une influence sur ce qui se déroule en jeu, avoir une influence sur le grand mystère en cours, mais à un certain point, ils ne doivent pas non plus être, ils ne doivent pas avoir l'impression qu'ils ont un total contrôle sur la situation. Du moins, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, il mentionne lui-même que beaucoup de personnes vont jouer des scénarios d'horreur un peu à la façon d'un film de Michael Bay ou même comme un Marvel comic où les personnages sont vraiment comme tout le temps dans l'action. Puis tout ce qu'ils font réussit en quelque sorte à atteindre leur objectif. Et l'absence de contrôle, en fait, apporte une certaine forme d'horreur parce que souvent, eh bien, on a l'habitude dans les jeux en général, quand on incarne un personnage, d'avoir un certain contrôle sur la situation, d'être en quelque sorte un super-héros, un personnage qui est plus grand que nature, qui est super fort, super puissant. Et on retire ça, en fait, dans un jeu d'horreur. Et à ce moment-là, eh bien, les personnages sont un peu plus démunis. Ils ont une influence parce qu'il ne faut pas non plus rester faut pas non plus jouer sur le fait qu'ils sont complètement sans possibilité, mais ils ne sont pas le centre de cette histoire-là. Je trouve que Delta Green le présente très bien, alors qu'il y a toujours des conspirations plus grandes que nature qui dépassent l'entendement et qui dépassent la compréhension des personnages. Mais ça peut aussi très bien s'implanter dans d'autres genres horrifiques. Truc numéro 7, mettre à l'écrit l'élément déclencheur, l'accroche du scénario. Et ça aussi, encore une fois, c'est M. Detwiller, puis je trouve que c'est super pertinent encore, et je me retrouve beaucoup dans cette pratique-là. Il mentionne en fait qu'il écrit des scénarios à partir d'une seule idée, une seule accroche. Par exemple, un miroir qui permet de voyager dans le temps.
Puis ensuite, il va développer des pistes à partir de cette accroche-là. Ça peut aider à créer quelque chose de solide, un élément auquel toutes les pistes se rattachent, ce fameux miroir-là. Et c'est souvent, en fait, l'accroche, l'élément déclencheur ou l'élément qui est le centre de l'histoire, et souvent le petit côté surnaturel, le petit côté paranormal, horrifique, qui vient en quelque sorte contrebalancer la platitude et la normalité de la vie, du quotidien des personnages, par exemple. Et ça n'a pas besoin d'être super complexe. Puis moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup en général dans mes parties, pour mes mystères et tout ça, c'est je me mets juste à l'écrit une phrase, 2-3 phrases, me dire « OK, il y a, par exemple, je vais prendre le scénario d'introduction dans Horreur Liminale pour le livre de base. Si jamais vous l'avez lu ou si vous voulez le lire, c'est il y a dans un bloc appartement des espèces de formes d'ombre, des espaces d'ombre qui se créent. Et cela commence à engendrer des problèmes dans le bloc alors que les gens disparaissent, se blessent ou meurent. Et une ambiance un peu loufoque, digne d'un show télévisé des années 80, commence à apparaître un peu partout dans le bloc appartement. Et ça, c'est la base. Et là, autour de ça, bien, on construit. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi les répercussions? C'est qui les gens autour? Qu'est-ce que ça fait au quotidien? L'origine aussi, c'est important quand même, comme on l'a mentionné plus tôt dans cette vidéo-là. Et je trouve que une petite prémisse de base, simple, ensuite on peut construire beaucoup avec ça et même développer ou même changer complètement au fil de notre, on va dire, de notre écriture. Mais ça demeure que c'est sur un point d'ancrage, c'est sur une base solide sur laquelle construire. Et ça, je trouve ça intéressant. Truc numéro 6. La musique. Utiliser de la musique. Trouver des morceaux d'ambiance faciles, à faible volume, pas trop intense, ni pas constamment effrayante, parce que vous ne pouvez pas faire ça. Et si possible, si vous n'êtes pas dans une ambiance médiévale fantastique, mettez pas juste comme du Rhapsody dans le tapis, puis de la musique de la Renaissance. Là. Je trouve que la musique est un élément qui est très fort pour justement instaurer une ambiance. Et je peux vous mentionner juste trois ressources comme ça que j'utilise constamment, quasiment toutes mes parties, dans presque toutes mes parties. C'est White Bat Audio, qui est beaucoup de l'espèce de synthétique horreur, années 80, beaucoup. Il y a Cryo Chamber, qui est énormément plus de la musique d'ambiance, c'est vraiment lourd, espèce de brrr. Et finalement, Vivek Abhishek, que je trouve qui est très sous-estimé, qui est vraiment de tout mais vraiment souvent horrifique. Et ça va être des fois de l'espèce de chorale un peu satanique ou des violons stressants. Et ces trois sources-là, je les utilise constamment. Je viens d'imiter un violon, puis même une chorale, puis c'est le genre de choses que je déteste faire, mais c'était pour vous montrer un point. Mon Dieu. Donc, White Bat Audio, Vivek Abhishek et Cryo Chamber. Ce sont les trois sources. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Truc numéro 5, explorer l'histoire. Eh oui, reculons, allons, il était une fois l'homme. Mais plus sérieusement, parfois on peut avoir envie de ne pas adapter le scénario de film ou la dernière œuvre de fiction qu'on a lue, alors que souvent, il y a des mystères dans l'histoire qui peuvent être d'incroyables prémices pour une aventure sur table. Même pas besoin d'aller nécessairement fouiller des vieux ouvrages poussiéreux dans une librairie cachée dans le fin fond du Danemark. Là. Vous pouvez tout simplement ouvrir votre page Wikipédia, Internet. Là. Ouvrez Internet et je parle comme si je vivais dans les années 90. Ouvrez une tablation, allez sur Wikipédia et fouillez. Il y a d'incroyables choses à découvrir qui sont cataloguées, qui sont référencées, des événements historiques qui n'ont jamais trouvé réponse et qui demeurent on va dire, qui sont des mystères qui n'ont jamais été résolus. Et ces mystères-là peuvent s'adapter aujourd'hui au monde contemporain. Ils peuvent être à l'origine d'un problème d'aujourd'hui ou ils peuvent être justement des événements que les joueurs vont peut-être investiguer pour comprendre quelque chose qui se déroule aujourd'hui. On prend par exemple la colonie de Roanoke. En Virginie. Ça, si vous irez voir ça, la page Wikipédia de ça, c'est une colonie entière qui a disparu sans aucune indication sur ce qui leur était arrivé. Et oui, il y a des hypothèses et tout ça, mais finalement, la réponse, eh bien, elle demeure en fait sans réponse, le mystère. Et là, ça pourrait arriver aujourd'hui, pour avoir un petit village complet qui disparaît. Bam! Et on retrouve dans les arbres tout autour du village ces fameux symboles qui sont aussi référencés dans l'histoire de la colonie de Roanoke, et qui peut-être pourrait laisser sous-entendre un sacrifice
un sacrifice complet d'un regroupement, ou même du village tout entier, qui ont été comme disparus comme ça pour nourrir une divinité impie. Les possibilités sont sans limite. L'histoire est un puits sans limite de possibilités pour des scénarios d'horreur, même contemporains. Allez voir ça. Truc numéro 4, les descriptions inutiles. Ça fait aussi référence un peu à d'autres éléments que j'ai mentionnés précédemment concernant un peu le relâcher la tension. C'est d'écrire tout. Avec le temps, les personnages, les joueurs, plus les joueurs et les joueuses en fait, pas les personnages, vont commencer à se méfier des choses les plus banales, alors que leur paranoïa va augmenter, va servir un peu de dynamo à la terreur. Parce que si vous commencez à décrire une pièce et que dans la pièce, il n'y a qu'une chaise, et vous mettez vraiment beaucoup d'emphase sur la chaise. Vous dites, cette chaise-là, petite chaise en bois, ronde, petit coussin en satin rouge. Rouge un peu sang, mais pas... sang, oui, à peu près sang. Elle semble avoir été illustrée récemment. Ses bras sont en bois sculpté avec une espèce de tête de lézard au bout. Il y a juste ça dans la pièce. Et juste d'écrire juste d'écrire des objets, ou bref, d'écrire un peu l'inutile, ça peut continuer à juste faire rendre les joueurs un peu plus stressés à la situation qui se déroule, alors que la menace peut être absolument tout autre chose. Un truc numéro 3, le silence. Et oui, on est habitué parfois quand on est meneur ou meneuse, d'écrire tout. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Tatati, tatata, de toujours devoir comme combler le vide, de vouloir rendre l'information au jour, vraiment être le plus accessible, toujours devoir répondre. Et le silence peut être un excellent outil pour mettre le doute ou mettre la crainte, mettre la méfiance. Alors qu'un personnage, un joueur ou une joueuse va nous poser une question, qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte ou qu'est-ce que je vois? Et tu ne réponds tout simplement pas à la question. Et souvent, en fait, le silence va être là, mais il ne va pas durer trop longtemps parce que les joueurs ou les joueuses vont avoir le réflexe de répondre tout de suite ou de reposer la question, ou bien peut-être d'accentuer en fait, de mettre un peu plus l'emphase sur ce qu'ils souhaitaient faire. Mettons, on prend par exemple, le personnage va ouvrir une porte, et là, le joueur ou la joueuse va dire « Qu'est-ce que je vois de l'autre côté? » Et le meneur ou la meneuse ne répond pas. « Qu'est-ce que je vois de l'autre côté? » Je vais avancer, voir qu'est-ce que je peux voir. Si je vois rien, je vais continuer à avancer. Et juste de laisser ces petites secondes de silence-là, parfois ça vient instaurer un petit doute. Une petite latence, une petite germe de peur dans le cœur. Et c'est un bel outil qu'il ne faut pas sous-estimer. Truc numéro 2, l'importance des personnages non-joueurs. Et ça, ça fait aussi réflexion ça fait aussi écho plutôt aux équipements. Les personnages non-joueurs, c'est souvent le cœur d'un bon mystère. Avec quoi est-ce que les personnages, les acteurs clés en quelque sorte du mystère, avec qui est-ce que les personnages vont interagir, avec qui est-ce qu'ils vont investiguer les lieux, qui va leur donner de l'information. À un certain point, je trouve que c'est plus intéressant aussi de trouver de l'information via d'autres personnages que via des écrits, que via des livres, que via des notes, parce que, on va dire, la perception peut être différente. Et le personnage en soi peut ne pas vraiment... Le personnage non-joueur peut ne pas être nécessairement une bonne ressource sur laquelle se baser. Il peut mentir, il peut raconter des bobards, il peut vouloir sauver sa peau avant tout, il peut être une menace directe, une menace indirecte. Et les personnages non-joueurs, au-delà des monstres qui peut-être vont mener éventuellement à attaquer les personnages non-joueurs sont des ressources qui peuvent disparaître, mourir, être un danger et puis être aussi complexe. C'est intéressant, ça. C'est intéressant de développer la complexité des personnages non-joueurs pour une aventure d'horreur. Vous savez, j'en ai peut-être, si vous suivez la chaîne depuis un bout, j'en ai peut-être parlé assurément dans d'autres vidéos, mais mes personnages non-joueurs, c'est bien rare que c'est pas des personnages qui avaient comme 20 pages d'historique, puis de background, puis on va dire d'objectifs de vie, tout ça. Mais je trouve que c'est bien de leur donner une certaine... juste 2-3 phrases pour non seulement leur donner une certaine vigueur, leur donner une certaine pourquoi est-ce qu'ils sont là, mais aussi également une certaine contradiction, parce que l'être humain n'est pas un être de logique, c'est quelqu'un qui est très
très contradictoire. Il peut aimer, il peut être très environnementaliste, mais au final, chez eux, ne pas faire de recyclage. C'est quelqu'un c'est un individu qui n'est pas du tout logique et qui peut agir ainsi de façon chaotique et de leur donner en fait quelques contradictions dans leurs propres valeurs, dans leur propre agissement. Je trouve que ça les rend plus riches, ça les rend plus intéressants et aussi plus dangereux pour les personnages autour de la table. Et finalement, dernier point, point numéro 1, un truc que j'ai trouvé très intéressant en ligne, que j'ai lu, un article que je ne connaissais pas du tout, c'est en faisant mes recherches, un article qu'en français, on pourrait traduire ça par « survivre, résoudre ou sauver ». Et les jeux d'horreur, en fait, c'est un peu comme ça que l'article le présente. Les jeux d'horreur devraient poser un choix dans n'importe quelle situation, à savoir que tu peux soit survivre à la terreur, résoudre le mystère ou sauver la mise. Mais tu devrais pouvoir réaliser seulement 1 à 1,5 de ces choses-là. L'idée que tu peux absolument survivre à un scénario, tu peux facilement survivre à un scénario si c'est uniquement sur quoi tu te concentres. Mais si la survie est ta priorité numéro 1, tu ne pourras pas résoudre l'ensemble du mystère ou sauver la mise, c'est-à-dire sauver quelqu'un d'autre, par exemple, ou réussir à sauver la ville, trouver l'argent nécessaire pour empêcher la mine de fermer, des choses comme ça. Tu ne pourras comprendre qu'une partie du mystère ou sauver certaines victimes, peut-être. Pourquoi? Parce que si tu as mis la survie de ton personnage avant tout, c'est tout à fait acceptable, mais c'est ton choix. Et ça, encore une fois, ça revient au choix. Et ainsi, survivre, résoudre ou sauver, quand on pense de cette façon-là, lorsqu'on conçoit un mystère, je trouve que c'est intéressant pour les personnages parce que là, ils sont face à des choix qui sont, en fait, qui ont des répercussions. Et en même temps, aussi, il faut prendre en considération que l'implication est là parce qu'à un certain point, les joueurs peuvent complètement s'en foutre de résoudre le mystère tant que leur personnage survit. Mais si l'implication est bien amenée, si les joueurs se sentent investis, eh bien là, au contraire, les choix difficiles se présentent. Peut-être que tu voulais sauver la mise, peut-être que tu voulais sauver le navire, arrêter les cultistes ou vaincre le monstre. Mais tu ne peux pas vraiment tout faire. Il faut que tu fasses des choix. Et il faut que tu mettes les ressources appropriées dans le choix que tu vas faire, faisant en sorte que tu te rends compte éventuellement que tu ne peux pas accomplir les autres choses. Et les choix sont difficiles. Et ça peut aussi créer des tensions au sein du groupe. Et ça amène à ce que je trouve si génial dans la mentalité de survivre, résoudre ou sauver, c'est que ça se concentre sur le dilemme. Le dilemme, c'est une question du plus grand des deux biens ou du moindre des deux maux. Il faut faire un choix, on n'a pas le choix, mais on ne peut pas tous les faire. Et ça apporte des conflits, ça apporte des problèmes. Et dans la conception d'un mystère, d'une aventure horrifique, de concevoir ce qui est la survie, de ce qui est le résoudre et ce qui est le sauver, la mise, ça permet par la suite, je trouve, de mieux créer un peu cette espèce de fil conducteur-là entre les différentes solutions du problème, mais aussi concevoir c'est quoi les limites, jusqu'où les personnages peuvent aller avant de devoir faire un choix parmi survivre, résoudre ou sauver. Et je trouve ça délicieux pour un scénario d'horreur, précisément. Parce que dans d'autres contextes, c'est tout autre chose. Mais ouais, c'était mon truc 1. Fait que ouais, je suis en train de m'étouffer. Mais c'était mon top 20. Mais c'est même pas un top 20, c'était juste 20 astuces. Il n'y a pas de top là-dedans. C'est 20 astuces que je trouvais intéressantes à partager. 20 trucs pour l'animation d'une partie d'horreur. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère qu'il y a des choses là-dedans qui vous ont peut-être surpris. Il y a sûrement des affaires que j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, comme j'ai mentionné. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de liker, commenter, partager. Si vous êtes curieux de jeter un coup d'œil à Horreur Liminal, parce qu'il vient d'être publié, allez-y. Je vous encourage, sautez, testez. Faites-moi un retour si jamais. Il est gratuit, bien entendu. J'accepte bien sûr les dons pour la campagne de socio-financement. Je vais peut-être en parler éventuellement dans une autre vidéo parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Mais bref, si ça vous intéresse, le tout est disponible dans la description. Il y a aussi les liens maintenant aux différents autres éléments que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite un beau mois horrifique et on se dit à très bientôt.